Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure de l'été. Dans cette édition, nous rencontrerons un chasseur d'orage et nous visiterons la serre aux papillons. C'est au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Mais d'abord l'essentiel de l'actualité, 9465 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés contre 9233 mercredi et 8210 seulement jeudi dernier. 894 admissions ont été recensées ces dernières 24 heures. Le nombre de patients pris en charge dans les services de soins critiques, elle a aussi en augmentation. 1807 malades sont actuellement hospitalisés dans ces services contre 1745 mercredi. Ils sont 191 à avoir été admis dans les services de réanimation au cours des dernières 24 heures. Notez que 77 décès supplémentaires liés au Covid-19 sont à déplorer. 28 554 contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures. La vaccination continue de progresser, en tout cas dans notre département. Le pass sanitaire rendu obligatoire pour pénétrer dans de nombreux lieux a accéléré le processus dans le Rhône. En effet, au 10 août, 1 104 304 Rhodaniens avaient reçu leurs 2 doses de vaccin, soit 58% de couverture. À titre de comparaison, au 2 août, 56% de la population du département présentait un schéma vaccinal complet. 129 centres commerciaux de plus de 20 000 m² pourraient être concernés par l'obligation de passe sanitaire. Ces établissements se trouvent dans les départements où le taux d'incidence est élevé, soit majoritairement dans la moitié sud du pays, et Lyon devrait être concerné. Le directeur du centre commercial de la Part-Dieu, Jean-Philippe Pelou-Daniel, a tenu à réagir dans un communiqué. Il se dit très surpris par les annonces gouvernementales et dans l'attente des différents arrêtés préfectoraux. La situation sera aussi fonction des caractéristiques propres à chaque centre, rappelle-t-il, nœud de transport, présence de commerce de première nécessité ou encore présence d'un centre de vaccination dans le centre. Notez que le directeur de la Part-Dieu n'a pas choisi ces 3 caractéristiques au hasard. Le centre commercial propriété d'Unibail-Rodamco Westfield comporte en effet l'arrivée d'une station de métro, un centre de vaccination et la présence d'un supermarché Carrefour. Il évoque aussi un coup dur pour les commerçants des centres commerciaux après avoir fermé 6 mois en tout depuis le début de la crise. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les orages ont touché une grande partie du département hier soir. Les dégâts sont importants, notamment sur les lignes SNCF. Les liaisons entre Lyon, Bourg-en-Bresse, Mâcon, Roanne ou Villefranche-sur-Saône ont été interrompues. À minuit, les pompiers avaient effectué environ 170 interventions. À Saint-Just-d'Avray, un pan de toiture en rénovation s'est envolé. 20 000 foyers ont été privés d'électricité. Des coupures à Saint-Romain-de-Popey, Savigny ou Cailloux-sur-Fontaine. Les rafales ont atteint jusqu'à 95 km/h à Brinda. La foudre a frappé essentiellement à hauteur de Tarare, dans le Beaujolais, le sud lyonnais, entre Givors et Brignais ou encore dans l'est lyonnais. Plus de 1200 impacts de foudre ont été recensés dans le Rhône par Kéronos, l'Observatoire français des tornades et orages violents. C'est la commune d'Amplepuis qui a été le plus touchée, avec une 40aine d'impacts de foudre. Connaissez-vous les chasseurs d'orage ? Ces derniers passent beaucoup de temps à capturer la beauté des phénomènes météorologiques, une pratique passionnante mais dangereuse. Benjamin Noël a rencontré l'un d'entre eux. Lorsque le temps devient ombrageux, c'est le début d'une nouvelle partie de chasse pour Yannick Desvèvres. À 31 ans, il traque les orages sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, un véritable coup de foudre pour ce photographe qui partage ses clichés sur les réseaux sociaux. Il revient sur cette activité qu'il présente comme une passion-addiction. Yannick Desvèvres. Un chasseur d'orage, en fait, avant tout, c'est une passion. À la base, je suis passionné de météorologie depuis l'enfance et avec la météo, s'en suit les phénomènes météorologiques et après, quand on grandit, on fait des vidéos, des photos et ensuite on apprend à les traquer. Vous traquez les orages, comment ça se déroule ? Une journée, un jour avant et le jour même, on fait nos propres prévisions météo, c'est-à-dire on s'aide avec des modèles météorologiques. C'est des données modélisées par ordinateur, des données de pression atmosphérique, précipitations, humidité, les vents en basse couche, les forçages atmosphériques pour voir si l'orage va évoluer, quoi. Et après, avec ces paramètres-là, on détermine des zones et on se place dans les zones concernées en hauteur généralement pour avoir des belles vues sur l'orage. Et si on s'intéresse à vous, vous présentez cela comme une passion-addiction. Comment c'est né en vous cet intérêt pour les orages ? C'est depuis l'enfance, en fait j'ai ça dans le sang, j'ai ça dans le sang, quoi. C'est la météo et ensuite automatiquement on
on se dirige vers les tempêtes, les orages et tout, quoi. C'est un enchaînement de choses. Et ça fait combien de temps que vous chassez? Alors, depuis l'obtention de mon permis, depuis 2007, et les photos, vraiment les photos que j'ai commencé à mettre à la photographie en 2008. J'ai mes premières photos avec un réflexe, ça date de 2008. Et vous ne faites pas que du local, puisque vous êtes déjà rendu 2 fois aux États-Unis pour admirer les tempêtes américaines. Comment vous avez vécu cela? Ça vous a marqué? Oui, là-bas c'est des très gros orages. Là-bas c'est les tornades, les orages, c'est tout en fait. On va dire que c'est la mecque des chasseurs d'orage là-bas. C'est un rêve de gosse. Hein. C'est quasiment 90% des chasseurs d'orage du monde rêvent d'aller dans la Tornado Alley, quoi, dans l'Ouest américain. De notre côté de l'Atlantique, à quel point la région Auvergne-Rhône-Alpes est-elle intéressante à exploiter? Est-ce que c'est un lieu à orage? Oui, exact. C'est un lieu à orage, exactement, parce qu'on a beaucoup de relief. Et on se situe dans l'axe sud-ouest-nord-est. C'est un axe orageux en France. C'est un axe majoritaire orageux en France. On se trouve dans cet axe-là, en bordure de cet axe, et du coup, les orages, ils arrivent souvent sur nous. Et de Lyon, on est quasiment à 1 heure de pas mal d'endroits, de la Bourgogne, du Centre-Loire, de la Haute-Loire, de la vallée du Rhône. Et du coup, ça nous permet de bien se placer correctement, quoi, de Lyon. Et justement, vous intervenez sur quel secteur généralement? Alors généralement, j'interviens, je fais des photos généralement sur le Beaujolais, la Loire, la Saône-et-Loire. Ça m'arrive en Savoie. Et sinon, Beaujolais, tous ces coins-là. Vous faites en équipe ou en solitaire? Alors seul et en équipe, en équipe avec mes amis, souvent des amis du Nord-Est qui descendent pour l'occasion. Et sinon, sur Lyon, je suis seul et sinon avec un ami des fois, ouais. Et il y a beaucoup de chasseurs d'orage en France? C'est une activité qui devient de plus en plus connue. Des chasseurs d'orage passionnés de météorologie, on doit être une centaine, 200, je pense. 200, ouais. Mais sinon, il y a beaucoup de photographes qui se mettent à la photo d'orage aussi. À quel point est-ce dangereux d'aller aussi près de l'orage? Est-ce que déjà de base, la proximité, c'est dangereux? Oui, c'est dangereux parce que le problème, nous, on recherche des points de vue en hauteur. Et la foudre, elle tape généralement en hauteur, donc on se met des fois en danger. Après il y a des entre guillemets des règles à respecter, mais c'est dangereux, quoi. C'est pas quand l'orage il arrive à 1 kilomètre devant nous, on est censé s'abriter, quoi, ou des gardes pires. Les règles que vous évoquez, quelles sont-elles? Les règles, c'est des règles à nous, quoi. C'est des règles de bon sens, quoi. Quand l'orage arrive, en gros, on doit pas vraiment être dehors parce que la foudre, elle peut nous taper à tout moment. Et vous n'avez jamais eu à un moment la foudre qui s'est abattue sur vous? Aux États-Unis, plusieurs fois, mais surtout, c'était il y a quelques années, c'était dans la Drôme où la foudre, elle a tapé à 10-20 mètres derrière moi et ça m'a fait... je suis tombé, quoi. Je suis tombé par terre. Ça m'a pas électrocuté, mais j'ai senti la puissance de la foudre, quoi. Et toute votre activité, on peut la découvrir via vos réseaux sociaux avec les photographies. Pourquoi cette envie de partage? C'est l'envie de partage. Moi, j'adore le partage et j'adore voir aussi les autres photos des autres chasseurs d'orage. Comme ça, pour présenter le travail qu'on réalise, en fait. J'aime bien, moi. Certains chasseurs d'orage préfèrent garder les photos pour eux. Moi, j'adore partager. La dernière photo en date qui a rencontré un certain succès, c'est celle de Saint-Étienne. Vous voulez bien nous en parler? Comme on peut voir sur la photo, c'est un énorme rideau de grêle et de pluie et de vente. En fait, c'est une rafale descendante, on appelle ça. Et l'orage s'est formé au nord de Saint-Étienne. Et on s'est calmé, avec des amis chasseurs d'orage qui sont venus de Corrèze, on s'est positionné sur le Guiset. Le Guiset, c'est un point de vue très connu sur Saint-Étienne qui domine la ville. On a entendu que l'orage, il vient vers nous et il s'est renforcé complètement sur la ville de centre-ville de Saint-É. Au moment qu'il s'est renforcé, on a fait les photos du mur de grêle. J'ai jamais vu un truc comme ça dans la région, un mur aussi conséquent de grêle, quoi. J'en ai déjà vu, mais pas d'aussi clair et net, quoi. Des photographies impressionnantes, c'est ce que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux de Yannick Desvèvres, qui est chasseur d'orage. La dernière photo en date, qui a suscité beaucoup de réactions par les internautes, montre un mur immense de grêle en plein centre-ville de Saint-Étienne. Le passionné ne s'arrête pas à la région Auvergne-Rhône-Alpes, il compte bien retourner aux États-Unis, voir les tornades dans le Grand Ouest dès que le contexte sanitaire le lui permettra. Merci Benjamin. Le trafic routier sera de nouveau dense le week-end du 15 août, donc ce week-end.
Bison Futé anticipe des chassés-croisés soutenus et une circulation très difficile dans le sens des retours de vacances samedi, journée classée rouge. Les retours seront également compliqués vendredi et dimanche, classés orange au niveau national. L'AS Saint-Étienne a annoncé la prolongation de Lucas Gourna, le milieu de terrain des Verts qui a fêté ses 18 ans le 5 août, a signé pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2025. Une idée de sortie pour ce week-end dans l'Ain sur près de 35 hectares, 2500 oiseaux de 300 espèces vivent en toute liberté, répartis dans de nombreux espaces et volières au Parc des Oiseaux. Désormais, une serre permet aussi au public de contempler les plus belles espèces de papillons tropicaux. Les explications avec Éric Bureau, le vétérinaire du Parc des Oiseaux que nous avons rencontré. Les papillons, ils volent comme les oiseaux, ils occupent un peu les mêmes milieux, on retrouve les mêmes problématiques sur leur conservation. Donc voilà, ça nous intéressait beaucoup de parler de ça. Il y a pas mal de choses à faire entre les oiseaux et les papillons. Qu'est-ce qu'on peut voir concrètement ? En fait, là, on présente juste des papillons tropicaux sud-américains parce que c'est situé dans une zone où on présente des oiseaux d'Amérique du Sud. Donc voilà, des papillons qu'on peut trouver dans la forêt amazonienne ou dans la forêt d'Amérique centrale. Alors, il se dit beaucoup de choses sur les papillons, sur leur cycle de vie, sur comment ils se nourrissent, comment ils se reproduisent, comment ils naissent également. On peut voir tout ça dans cet espace-là ? Alors dans cet espace-là, on verra peu de chenilles, en fait, parce que les papillons, c'est des œufs, des chenilles, des chrysalides et des papillons adultes, donc des imagos. Donc nous, on verra peut-être un peu des chenilles de temps en temps, mais on limitera pour pas qu'elles mangent toute la végétation, mais on verra des chrysalides, on verra l'éclosion, c'est-à-dire quand le papillon sort de la chrysalide, qui déploie ses ailes, et puis les papillons adultes, qui vont interagir entre eux, qui vont aller manger, certains du nectar, d'autres des fruits un petit peu pourris. Voilà, c'est en fonction de leur régime alimentaire. Et ils sont très affectueux, on a l'impression qu'ils viennent un petit peu voir le visiteur, c'est ça ? Oui, c'est une serre, on est au milieu des papillons, il faudra faire attention parce que des fois il y en a qui se posent par terre, font leur vie et effectivement ils passent entre nous. De temps en temps il y en a qui peuvent se poser sur l'épaule, donc voilà, on a un système avec des sas et des lanières pour éviter que les papillons aillent dehors. Alors ces papillons colorés, on en voit aussi dans la nature, dans la biodiversité, c'est un rôle important le papillon. On parle beaucoup des abeilles, mais un petit peu moins des papillons. Oui, alors les papillons ont un grand rôle aussi, c'est des pollinisateurs, comme les abeilles, donc ils sont assez importants. Malheureusement, effectivement, les populations, du moins en Europe et dans nos campagnes, diminuent un petit peu. Donc on y est attentif. On est attentif aussi sur les papillons. On a par exemple sur la réserve, puisqu'on gère une réserve, des papillons qui sont relativement rares, quand je pense au cuivré des marais, par exemple, qui est un magnifique papillon, très très cuivré, comme son nom l'indique, de couleur. Voilà, on essaye d'y être attentif. Et puis on aura toute une partie pour expliquer tout ça. Alors pas dans la serre à papillons parce qu'elle n'est pas... Là on veut laisser les gens voir les papillons, mais à l'extérieur toute une grande partie pédagogique où on apprendra pas mal de choses sur les papillons, leur biologie, mais aussi leur relation avec l'homme et un peu toutes les histoires des papillons. Comment on peut faire remonter la population de ces espèces ? Si jamais vous avez un petit bout de terrain, laissez des herbes folles, laissez un petit coin avec des herbes folles, alors des fleurs pour qu'ils viennent, on peut planter des fleurs pour qu'ils viennent butiner, mais aussi ne serait-ce que de l'herbe, certaines chenilles mangent des graminées, donc on laisse pousser l'herbe. Si vous avez des orties, il y a beaucoup de chenilles de papillons qui aiment bien les orties, donc laissez pousser dans un petit coin des orties, voilà, ça les aide beaucoup, et si jamais c'est vrai qu'on multiplie ce genre de petites initiatives, ça les aidera pas mal. Ça vit combien de temps un papillon ? Alors ça dépend des espèces, mais disons, et puis ça dépend de la période de l'année. Il y a des périodes où ils se reproduisent, ils vivent pas très longtemps, ils se reproduisent, et puis pour certaines espèces, certains passent l'hiver à l'état adulte, donc là on a des papillons qui peuvent vivre 10 mois, 8-10 mois, et puis ça vit aussi souvent plus longtemps à l'état de chenille en fait qu'à l'état de papillon qu'on a l'habitude de voir voler. C'est quoi le lien entre l'oiseau et le papillon ? C'est plein de choses, c'est les milieux, moi je trouve que c'est très, très représentatif des mêmes milieux. Bon après il faut reconnaître, les oiseaux ils mangent bien les papillons, ils aiment beaucoup les chenilles des papillons, donc en période d'élevage les chenilles des papillons sont très importantes pour que les oiseaux puissent élever leurs jeunes. Voilà, il y a énormément d'interactions et d'interdépendance entre les deux. Éric Bureau, le vétérinaire du Parc des Oiseaux, où l'on peut donc admirer ces papillons tropicaux. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien entendu lundi pour une nouvelle édition. En attendant, restez prudents et passez un bel été.